On était déjà en train de commencer à parler. Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Eh bien, on parle de la grève de la FSU qui commence ce matin et on se disait avec les deux co-secrétaires départementaux de la FSU, Ansifoudine Port-Saïd et Henri Nouri, qui sont sur le plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Que cette grève pourrait se propager aux autres organisations syndicales. Messieurs, une première question. C'est quand même assez rare que l'on commence l'année scolaire avec une grève de la FSU, donc un syndicat bien représenté à Mayotte. La situation est si grave qu'on commence l'année par une grève? Oui, alors effectivement, la FSU est un syndicat qui est majoritaire dans l'éducation. Et nous avons avec nous aussi, dans cette grève, l'UNSA et le SGEN CFDT, ainsi que Sud. Donc c'est une intersyndicale quelque part. C'est à l'initiative de la FSU, on va dire. Alors voilà, oui, c'est assez rare, mais nous avons souhaité effectivement marquer cette rentrée en raison des crises successives que connaît Mayotte et un peu du délaissement de l'éducation, on pourrait dire, depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi? Parce que les conditions de travail et de vie sont difficiles. Et je prendrai quelques exemples. Bon, on a l'insécurité, que l'on connaît aussi dans les établissements scolaires. On a une crise de sureffectif qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des conditions de travail où on ne peut pas s'occuper correctement des élèves. Vous disiez 35-36 élèves par classe. Voilà. Vous avez 35-36 élèves par classe. Je prends l'exemple des langues vivantes, où vous ne pouvez pas faire de cours de langue vivante sérieux au-delà de 30. Or, on est en train de régresser à ce niveau-là aussi, alors que jusqu'ici, on avait des conditions normales pour enseigner les langues, à peu près normales, mais là, on est en train d'augmenter le nombre d'élèves, on est en train de remplir des classes, et on ne peut plus faire sérieusement notre travail. On a aujourd'hui, en plus, la crise de l'eau qui vient se rajouter, et qui aura des répercussions dans les établissements scolaires. C'est évident. Et les écoles, parce qu'on n'aura pas partout. On nous dit qu'on est sur le chemin de l'eau dans tous les établissements scolaires, mais on sait qu'il y aura des coupures. Or, il faudra gérer cette situation-là de crise. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un protocole qui soit clairement indiqué. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise de l'eau. Et nous sommes là aussi pour alerter sur le risque de développement de risques sanitaires qui dans les établissements scolaires, effectivement, peut se propager à grande vitesse. Les épidémies peuvent se propager à grande vitesse, comme on le sait. On a déjà eu l'expérience de ça à Mayotte, en 2017. Il y a eu les tours d'eau qui ont commencé en 2017. On sait ce que ça a donné. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, hélas. Ansifoudine Port-Saïd, vous êtes dans le premier degré. Vous avez aussi des classes très chargées, avec en plus des enfants allophones, pour lesquels les enseignants, on va dire, traditionnels ne sont pas forcément formés pour les prendre en charge et les aider à apprendre le français. Comment on fait quand on est un professeur des écoles en CP, qu'on est deux enseignants dans une classe de 30 enfants, on partage la même salle, le même tableau, on a deux groupes d'enfants qui ne parlent pas français et on doit leur apprendre à lire et à écrire. Comment concrètement on fait? Parce qu'on peut faire de la théorie, tout ça, dire il faut apprendre les savoirs fondamentaux, blabla, tout ça c'est génial, mais concrètement, comment on fait? Concrètement, on essaye entre enseignants déjà de concorder notre travail. C'est pas tout le temps possible. Parce qu'on a chacun nos personnalités. Bien sûr. Et donc, et puis on doit se partager les murs, on doit se partager le tableau pour nos affichages, etc., etc., l'armoire. Donc, c'est pas une situation facile. Et cette situation, évidemment, perdure depuis plusieurs années. Et cette situation ne nous permet pas justement de faire une formation de qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il nous manque plus d'1 millier de salles de classe
1 millier de salles de classe. Juste pour le primaire ou pour le primaire, juste pour le primaire. Là, je parle pour le primaire. Plus d'1 millier de salles de classe. Et on n'a pas cessé de demander à ce qu'il y ait, de façon temporaire, une nationalisation des constructions scolaires, le temps de normaliser la situation et puis de rétrocéder justement ces compétences aux collectivités locales. Oui. François Hollande, à l'époque, s'était engagé à construire une centaine de salles de classe par an. Cela n'a jamais eu lieu et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là où on fait de l'éducation de masse. Les enfants n'ont pas le même droit. Ainsi, ils arrivent en fin de cycle 3. En fin de cycle 3, c'est... En CM2. En CM2. En CM2, les enfants, ils ne savent pas lire. Pourquoi ? Donc, parce que c'est tout simplement pas possible. Avec les effectifs que nous avons, c'est pas possible de s'occuper de chaque gamin. De voir s'il y a de la différenciation à faire, c'est pas possible de le faire. Donc, on fait du bricolage de façon continue et cela, évidemment, nous ramène à ce problème de non-maîtrise des compétences qui sont exigées à chaque enfant quand ils arrivent en fin de cycle 3 pour aller en 6e. Donc, et l'autre problème qui persiste, c'est qu'on a des élus, malgré les difficultés qu'ils ont, qui s'accrochent à cette compétence des constructions scolaires. Ils ne veulent pas la lâcher. Mais ils ne veulent pas donner de foncier non plus. Voilà, ils ne veulent pas donner de foncier. On sait qu'il y a des problèmes fonciers, mais si il n'y a pas non plus le financement pour le faire, c'est pas possible. Messieurs, entre la rentrée scolaire 2023 et la rentrée scolaire 2022, quand on regarde les effectifs, il y a 10 000 enfants de plus, qui correspond peu ou prou au nombre de naissances à la maternité de Mamoudzou, ce qui veut dire que dans les prochaines années, à minima, il y aura 10 à 11 000 nouveaux enfants à scolariser. C'est une fuite en avant, c'est impossible. Le job, la mission, elle est impossible. Pourquoi personne n'en prend réellement conscience ? Mais ça, si vous voulez, nous, on a une obligation de scolarisation. Nous avons, ce que disait Ansifoudine, c'est qu'il y a différentes autorités qui ont la responsabilité de l'éducation et qui ont... c'est une mission de l'État. Bien sûr. C'est une mission régalienne de l'État. Nous sommes dans un pays où il y a une obligation de scolarisation de tous les jeunes à partir de 6, actuellement 3, on a rabaissé à 3 ans, je crois, l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Ah, c'est plus 2 ans, c'est plus 2 ans et demi. Oui, c'est sous Blanquer, je crois, sous le ministre précédent qui a... C'est infaisable. Voilà, donc c'est dans la réalité, c'est extrêmement compliqué, effectivement. Et il est de fait que c'est un cercle vicieux, puisque de toute façon, on a un certain nombre d'élèves qui ne sont pas scolarisés ou mal scolarisés, des élèves allophones. Les moyens n'y sont pas pour que ces élèves-là puissent avoir le niveau requis. Et puis après, on dit, on vient nous expliquer que le niveau en français est insuffisant, etc. Mais il est effectivement insuffisant parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à hauteur des difficultés. On a vu l'arrivée, vous savez, en France métropolitaine, on a vu l'arrivée des Ukrainiens. Il y a eu des moyens importants qui ont été mis pour leur permettre de s'intégrer scolairement parlant. Bon, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Alors, soyons très clairs. Il y a un autre sujet que vous avez abordé dans votre préavis, c'est la question des contractuels. Aujourd'hui, on est à quel pourcentage de contractuels dans le secondaire et dans le primaire ? Alors, dans le secondaire, on est à quasiment 52% de contractuels qui sont en activité. Et dans le primaire, c'est 24%. C'est quasiment 80% des effectifs dans l'éducation nationale enseignants premier et second degré confondus à Mayotte, de 80% de contractuels qui exercent actuellement. Et l'on sait que ces collègues-là
ils doivent être formés. Bien sûr. Et la première formation se fait par les pairs. Étant en minorité, c'est impossible pour les pairs de former les titulaires, voilà, en fait. absolument les titulaires. C'est impossible pour les titulaires de former leurs collègues. Se pose après, par exemple, dans le premier degré, le problème de rotation qui ne permet pas non plus à ces contractuels-là de se libérer pour aller en formation. Il y a évidemment un plan de formation, mais quand est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Ce n'est pas possible. Donc, nous, on a tous commencé en tant que contractuels pour finir après titulaire en passant le concours, etc. Aujourd'hui, avec le nombre de postes qui sont proposés pour devenir titulaire, il n'y en a pas assez. Les infrastructures pour former les collègues, il n'y en a pas assez. Donc, quand est-ce qu'on va investir pour... Je parle de l'État. Oui, quand est-ce sûr. que l'État va investir comment dire, à la hauteur des besoins que nous avons pour garder les titulaires ici à Mayotte? Pour avoir des titulaires, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Ceux qui sont sur place, pour la plupart, ils cherchent à partir ailleurs parce que c'est plus attractif de par tous les problèmes que nourrit à parler. Donc, c'est-à-dire l'insécurité, voilà. les conditions de travail. Exactement. En plus de l'eau. Voilà. Tous ces problèmes, les collègues, ils cherchent à partir ailleurs. Ils cherchent à partir ailleurs parce que c'est plus possible. Quand c'est plus possible d'avoir un logement, quand c'est plus possible de se faire soigner, quand c'est plus possible d'accéder à la culture, quand c'est plus possible de travailler tout simplement comme il le faut dans sa classe, ben les collègues, ils partent ailleurs. Donc nous, on a martelé et on continue à le faire depuis des années, on l'a martelé, qu'il faudra inciter les collègues à rester à Mayotte. Il faut des mesures incitatives qui leur permettent de rester notamment, plus de 4 ans, voilà, c'est ce que vous disiez exactement, dans votre communiqué. Exactement, que ça soit par l'indexation des salaires plus conséquente qu'ailleurs, parce que ici, en plus de la cherté de la vie, il y a d'autres conditions qui rentrent en jeu qui ne sont pas forcément économiques. Donc il faut retenir ces collègues-là. Mais pour le moment, l'État ne nous écoute pas et malheureusement, la fuite vers d'autres départements qui permettent aux collègues de s'épanouir dans leur travail continue et la dépréciation de l'enseignement que nous sommes censés apporter à ces enfants-là continuera à baisser aussi de façon continuelle. Henri Noury, le préavis, donc c'est plus un préavis, la grève qui commence ce matin, elle va être suivie par le corps enseignant? En tout cas, la nécessité de cette grève a été bien comprise. Alors on saura dans la journée si elle a été suivie. Bon, on a une situation générale de l'éducation qui est complexe, qui est dégradée. De plus en plus de difficultés pour les concours, pour les inscriptions au concours. Les postes ne sont pas pourvus. La vraie difficulté aujourd'hui, ce n'est pas le remplacement, ce que veut faire le gouvernement, c'est-à-dire remplacer sur une heure, c'est remplacer un enseignant sur 31 enseignants, non pas 30 enseignants sur une heure, mais un enseignant sur 30 heures. C'est ça la difficulté. Vous avez des postes qui ne sont pas pourvus, et c'est le cas en particulier à Mayotte. On est arrivé à une situation de dégradation de la qualité de l'enseignement parce que les moyens ne sont pas mis pour recruter des personnels suffisamment formés, suffisamment de qualité. Et c'est ce qui fait qu'on est avec un pourcentage de contractuels très, très élevé. Puisque dans les contractuels, alors il faut bien distinguer, parce qu'il y a des contractuels qui sont anciens, qui sont déjà expérimentés, qui relèvent selon nous d'un plan de titularisation. Donc il faut bien que ce soit précisé. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux contractuels, sans lesquels le système ne fonctionnerait pas du tout. Mais il faut relever l'attractivité, tout simplement pour préserver la qualité de l'éducation qui est donnée à nos enfants. C'est ça la question centrale que nous posons depuis des années, et depuis notamment la crise de 2018.
et on nous a répondu, mais ce n'est pas un problème. Il faut quand même le savoir. En 2018, vous vous souvenez, il y a un mouvement très important, un mouvement social très important, qui a concerné à peu près tous les secteurs de la société à Mayotte. Oui, elle a paralysé pendant 3 mois, oui. Dont l'éducation. Bien sûr. Et la réponse qu'on nous a faite, c'est non, vous n'aurez rien au niveau indemnitaire. Finalement, bon, c'est pas si grave, ça marche. Le système fonctionne très bien comme ça. Il y avait une feuille de route qui avait été établie par le précédent recteur, justement, sur les aspects matériels, si je puis dire, de la condition de l'enseignant à Mayotte, notamment avec l'IRCANTEC, notamment sur les AGS. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient été planifiées, en quelque sorte. On en est où de la mise en place et du développement de cette feuille de route? C'est tout le sujet. On a justement... on change de recteur, on change de fusil d'épaule. Hier, évidemment, on a réessayé de rappeler que c'est un engagement quand même de l'État. Il y a une continuité de service public. Donc, quand on change, on doit continuer à s'occuper de ce qui a été prise comme engagement précédemment. Bien sûr. Donc, on a en partie réussi à faire entendre à raison le recteur sur ce sujet-là. Et évidemment, on va rediscuter pour voir dans quelle mesure tous ces sujets-là pourront être remis sur table pour que on puisse retrouver ce semblant de base de travail. Voilà, de base de travail. Mais sinon, c'est comme vous l'avez dit, c'était sur la reconnaissance du travail des enseignants, sur les concours, sur la possibilité pour certains collègues qui viennent de loin, par exemple, qui viennent de Bouéni et qui enseignent à Kaweni, de pouvoir se restaurer facilement. Toutes ces questions-là ont été abandonnées. Et d'ailleurs, on avait réussi à un moment donné d'aller assez loin dans la réflexion pour instaurer un ticket restaurant pour les collègues qui viennent de loin. Il y a un certain nombre d'écoles qui étaient déjà sélectionnées pour ça. Malheureusement, le ministère a fait marche arrière et n'a jamais apporté le financement qu'il faut pour... nécessaire. Voilà. Donc, excuse-moi, si cette feuille de route n'est pas respectée, n'est pas suivie, c'est parce que il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Je veux dire, dans le sens de continuer de tracer la route et de faire, de porter avec suffisamment de conviction ces mesures. Il ne s'agit pas simplement d'écrire sur un papier, de faire un relevé de ce qu'il faudrait faire. Ensuite, il faut vraiment le porter avec un maximum de conviction pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Parce que nous sommes fatigués de répéter la même chose depuis des années, sans qu'on soit entendu. Allez-y, testez nos solutions. On verra si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Vous nous dites, ah oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'indexation. Oui, il y a d'autres... Mais en tout cas, si on n'essaye rien, on continuera dans la même situation. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Bonne rentrée. Je vous en prie, merci. Et on verra effectivement comment ce mouvement de grève prend dans le corps enseignant. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.